Bonjour, le thème d'aujourd'hui est raconter l'histoire du Maroc par ses timbres. Le timbre que vous voyez, il célèbre le 10e anniversaire des Forces armées royales. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce timbre? De mon côté, j'ai pu déduire trois choses. L'institutionnalisation des Forces armées royales, l'allégeance traditionnelle, al-Bay'a, et les liens avec la France. Je vais reprendre chaque élément en trois petites parties. Donc, euh, pour rappel, je dirais que le Maroc a gagné une indépendance tout à fait formelle, pas réelle, en 1965. Mais avec cette indépendance toute formelle qu'il a gagnée, le pays a regagné le droit d'avoir une armée. À partir de là, s'en est suivi une lutte pour le pouvoir entre la monarchie et le mouvement national, le Haraka al-Wataniya, qui représente la population unie qui ont lutté contre le colonialisme. L'historien et le militant des droits humains, Mati Monjib, on connaît le harcèlement dont il est victime en ce moment, a consacré un livre à ce sujet. En tout cas, les premières victimes des luttes pour le pouvoir entre la monarchie et le mouvement national ont été les leaders charismatiques de Jeish Tahrir, de l'armée de libération. Entre autres, Abdelkrim Ben Abdallah et certainement la figure charismatique de Abbas Msaadi. Juste, j'ouvre une parenthèse, c'est pour dire que durant cette époque-là, les leaders charismatiques de l'armée de libération n'ont pas été dupés par cette indépendance de façade du Maroc. Donc, ils ont décidé de déposer les armes seulement lorsque les promesses de démocratisation, d'indépendance réelle pour le peuple marocain auraient été faites. Donc, sans surprise, elles ont été les premières victimes des assassinats politiques du Maroc indépendant. L'agent secret, Ahmed Boukhari, a consacré un chapitre dans son livre Le secret, Ben Barka et le Maroc. En tout cas, l'assassinat des figures charismatiques, des leaders de Jeish Tahrir, l'armée de libération, a facilité l'incorporation de leurs soldats dans les forces armées royales. Donc la première chose que on va dire, c'est que on remarque que les forces armées royales, ils ont été institutionnalisées autour de la personne du roi, autour de la monarchie. On parle bien des forces armées royales, mais pas des forces armées marocaines, par exemple, ou des forces armées nationales marocaines, par exemple. Des études se sont intéressées au sujet. Donc les voilà, je les mets là pour vous. Et d'après ces études-là, on peut en déduire que l'armée marocaine a été conçue selon le modèle de l'armée coloniale. C'est-à-dire que l'armée marocaine est conçue pour être au service des élites de l'État et non au service des citoyens. Et dans ce cas-là, l'armée va avoir trois fonctions. On va voir qu'elle va jouer trois rôles le long de l'histoire du Maroc indépendant, que je vais les appeler petit a, petit b et petit c. Le premier rôle, petit a, c'est que l'armée est déployée à chaque fois qu'il y a une demande de démocratisation qui déstabilise le pouvoir de la monarchie. Il en a été le cas comme durant les révoltes du Rif ou les événements Ahdat al-Rif, les événements du Rif en 1958, l'insurrection de Casablanca en 1965, mais beaucoup plus proche de nous, les événements de Sidi Ifni en 2008 et certainement Hirak al-Rif en 2016. L'autre rôle
que l'armée que joue, en étant dans sa fonction qui est comme une fonction autour de la personne du roi, c'est que l'armée sert à restructurer le pouvoir de la monarchie. Et je m'explique. En 1971, en 1972, il y a eu des putschs contre Hassan II, contre le roi Hassan II. Si les putschs militaires ont échoué, par contre, ils ont délégitimé l'idée de la monarchie, où ils ont remis en question le pouvoir du roi Hassan II. Dans ce cas-là, le roi Hassan II a décidé d'aller libérer le Sahara et donc de s'engager dans une guerre ruineuse pour éloigner l'armée. Si je cite la politologue Hannah Arendt dans son livre Le totalitarisme, les régimes totalitaires, ils ont besoin, l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ont besoin de créer un ennemi extérieur autour duquel les masses sont réunies, les masses populaires. On crée une diversion, les masses populaires sont réunies pour libérer le Sahara, etc., mais qui sert de diversion. Et que ça a été effectivement une façon de reconstruire la légitimité du pouvoir de Hassan II. Ça a été aussi une façon d'éloigner l'armée parce qu'elle est devenue menaçante. Les conséquences directes de cette militarisation massive se traduisent en termes de déficit économique et social pour l'ensemble des citoyens et citoyennes marocaines. On garde à l'esprit que tout l'argent qui est investi dans l'armée, c'est l'argent qui ne va pas à l'éducation, c'est l'argent qui ne va pas à l'état social, c'est l'argent qui ne va pas aux hôpitaux, aux infrastructures publiques qui vont servir l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Une autre conséquence, et qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que la militarisation, l'usage de la force et de la violence politique dans la sphère publique se traduit également par une infériorisation des femmes et par l'accroissement de la violence envers les femmes. Il y a des liens entre les construits d'une masculinité qui est brutale, qui est basée sur la force, comme au sein de l'institution de l'armée, mais aussi l'idée d'une masculinité au sein de la famille, le père de la famille, le frère qui va tout gérer par la force, par la brutalité. La troisième fonction, le troisième rôle, le petit c, que les forces armées royales ont joué le long de l'histoire du Maroc indépendant, c'est que cette armée-là a permis aux élites de l'État marocain de mettre un contingent marocain à la disposition de ses alliés puissants lors des opérations de maintien de la paix de l'ONU, par exemple, ou dans le cadre des partenariats avec l'OTAN. Par exemple, pour prendre un exemple, c'est la guerre du Golfe en 1991 où le roi du Maroc a mis à la disposition de ses alliés occidentaux un contingent marocain. Donc c'est une façon pour l'élite dirigeante de créer des liens avec les détenteurs du pouvoir sur le plan international et donc de le protéger, les élites de l'État des abus de pouvoir et de sa mauvaise performance au niveau des droits humains. Ceci explique que même si l'armée a pris part dans des opérations internationales, des missions internationales, la participation de cette armée-là ne s'accompagne pas par une démocratisation de l'institution militaire, c'est-à-dire qu'elle n'est toujours pas sous le contrôle des citoyens et des citoyennes. La deuxième chose qu'on peut déduire de ce timbre, c'est l'allégeance, le bay'a, l'allégeance traditionnelle, au détriment
de la citoyenneté moderne. On voit par exemple ici un officier militaire qui est en position de soumission face à la figure d'autorité qui est le roi et qui est dans un protocole moyenâgeux, des courbettes, des baise-mains, etc. Mais sauf que l'allégeance traditionnelle, el bay'a, se fait au détriment d'un construit de la citoyenneté moderne où on a le rapport qui nous lie à l'État, à l'élite dirigeante, c'est un rapport de citoyenneté moderne, c'est-à-dire un rapport avec des droits très clairs, avec une imputabilité face aux abus de pouvoir, etc. Et ici aussi, il ne faut pas perdre de vue les liens entre le patriarcat et l'autoritarisme. Si le roi, le sultan Mohammed V ou le roi Mohammed V se pose comme le père spirituel de la nation, auquel on doit courbette, baise-main, soumission, le père dans la sphère privée, le chef de la famille, on lui doit la même soumission dans un sens très traditionnel également. On n'est pas dans des structures familiales d'égal à égal. Donc on fait ressusciter la tradition au détriment de la nation moderne, aussi bien au niveau politique qu'au niveau social. La troisième chose que je déduis de ce timbre, c'est la continuité avec la France coloniale. Donc cette fameuse clause lors des négociations pour l'indépendance qui dit l'indépendance dans l'interdépendance, l'indépendance du Maroc dans l'interdépendance avec la France. Donc on le voit avec la langue française sur le timbre. On voit donc que la langue française, à l'époque, ça l'est toujours, c'est la langue administrative, c'est la langue d'embauche. Et donc c'est la continuité du passé colonial, des liens entre la France et le Maroc. Donc voilà pour ce timbre-là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais reparler d'autres événements de l'histoire politique du Maroc, mais également de l'histoire des femmes au Maroc. Merci et à bientôt.